Elle ne l'a pas chuchoté. Elle s'est penchée, a touché mon bras avec la plus fausse douceur que j'ai jamais sentie, et a dit, fais comme si nous étions amis. Pas agi naturellement, pas sourit simplement, ami. Je me suis arrêté net, juste à l'entrée du bar sur le toit, avec le vent du lac Michigan qui s'engouffrait derrière moi. La ligne d'horizon scintillait devant nous, tout en acier et en lumière. Mais ma vision s'est rétrécie en un tunnel, fixé sur ses yeux. J'ai cligné des yeux, lentement. Ami, ai-je répété. C'est ce que nous sommes maintenant. Elle a esquissé un sourire crispé, un sourire d'entraînement. Le genre de sourire qu'on arbore en salle de réunion quand quelqu'un dit quelque chose d'offensant et qu'on est trop ambitieux pour le laisser paraître. Michael, ne commence pas. C'est important pour moi ce soir. Ne rends pas les choses bizarres, c'est tout. Rendre les choses bizarres? Ma voix s'est brisée, juste au-dessus du ton de la conversation, assez fort pour que le voiturier tourne la tête. Tu veux que je te serve de second pendant que tu fais quoi? Prétendre que tu es célibataire? Sa main a fusé vers mon bras, ses doigts se resserrant. Baisse la voix, s'il te plaît. Ça m'a fait rire. Pas un rire franc et joyeux. Plutôt une seule expiration, brusque et sèche. Waouh. Tu te soucies vraiment plus des apparences que de l'honnêteté. Elle a expiré comme si je l'épuisais. On ne va pas faire ça ici. Ce n'est pas l'endroit. Mais je ne pouvais plus m'arrêter. Quelque chose en moi s'était brisé. Non, je pense que c'est exactement l'endroit. De quoi as-tu si peur qu'il voie? Que ton cavalier a un nom et une mémoire? Michael, arrête. Son ton a baissé d'une octave, toujours doux mais maintenant acéré. J'ai juste besoin que tu sois normal pour une soirée. J'ai fait un pas en arrière, la dévisageant de la tête aux pieds comme si je la voyais pour la première fois. Ce n'est pas normal, ai-je dit, de venir à une soirée d'entreprise et de se faire dire de prétendre être ton ami. Qui es-tu, ici? Ça a touché une corde sensible. Elle a tressailli, à peine, mais je l'ai vue. Puis elle a souri. Ce même sourire répété. Je suis la personne dont la carrière est en jeu si cette soirée tourne mal. Ah, voilà. Il ne s'agissait pas de nous, mais de l'image. Autour de nous, d'autres invités passaient en coup de vent dans le bar, vêtus de noir citadin et de gris sur mesure. Des rires s'élevaient du toit, mais quelques-uns ont jeté un coup d'œil dans notre direction. De rapides regards curieux, et elle l'a remarqué. Bien sûr qu'elle l'a remarqué. Michael, dit-elle plus bas cette fois. Tu fais une scène et tu fais une erreur. C'est moi, l'erreur, ai-je marmonné. Il y a eu un moment, un silence où j'aurais pu partir. J'aurais probablement dû, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de ça, je me suis écarté, j'ai tendu la main vers la porte comme un majordome dans une mauvaise pièce de théâtre. Après vous, mon ami. Elle est passée devant moi, la colonne vertébrale raide, ses talons claquant sur le béton. J'ai suivi, en silence. La musique a enflé alors que la porte s'ouvrait devant nous, et tout ce à quoi je pouvais penser était, je ne connais pas cette femme. Plus maintenant. Si vous m'aviez demandé il y a un an, j'aurais dit que nous étions solides. Pas parfait. Personne ne l'est, mais stable. Nous avions un rythme. Nos amis nous appelaient le couple fiable. Le couple qui arrivait en avance, restait tard, apportait du vin. J'adorais ça, avant. Cette fiabilité tranquille. Le sentiment que nous nous soutenions mutuellement, quoi qu'il arrive. Maintenant, je suivais une inconnue dans un bar sur le toit, prétendant que je ne m'effondrais pas de l'intérieur. Et le pire, c'est que je n'avais aucune idée de ce qui allait se dénouer ensuite. Le toit bourdonnait. Des tintements de verre, un jazz live qui fredonnait dans un coin, l'odeur de hors-d'œuvre hors de prix flottant dans l'air. Tout le monde avait l'air d'être à sa place. Costumes impeccables, talons vernis, rires étudiés. Sauf moi. Je me tenais près de la balustrade en verre, la regardant glisser à travers la foule comme si elle en était la propriétaire. Élise, ma femme depuis 8 ans, était dans son élément. Les cheveux relevaient juste assez pour paraître naturels. Un rouge à lèvres d'une teinte trop audacieuse pour l'Élise que je connaissais. Elle riait un peu trop fort, touchait les bras un peu trop facilement. Et voilà, sa main sur son épaule. Un type dans un costume anthracite ajusté, avec ce sourire narquois qui dit « Je suis important », le bout de ses doigts posé là comme s'ils y appartenaient.
J'ai plissé les yeux, les regarder se pencher, lui dire quelque chose qui l'a fait pencher la tête et rire. Le même rire qu'elle m'offrait à l'époque où nous partagions encore de petits secrets au lieu d'un silence prudent. Je me suis détourné avant de commencer à imaginer plus, ou pire, à croire ce que je soupçonnais déjà. C'est là que je l'ai vue. Elle était assise au bar, blazer sombre, une jambe croisée sur l'autre, sirotant ce qui ressemblait à un bourbon sec, seule, mais absolument pas dérangée. Son regard a balayé la pièce une fois, s'est arrêté sur moi, puis elle a souri. Pas le genre de sourire qu'on adresse à un étranger dans une fête. C'était plus vif que ça, intentionnel, comme si elle avait déjà décidé que je valais la peine. Je me suis approché sans réfléchir, j'ai pris le tabouret à côté du sien, hochant poliment la tête. Longue soirée, demanda-t-elle, sa voix aussi douce et sèche que sa boisson. On peut dire ça. J'ai vu votre visage près de la balustrade, ajouta-t-elle, sans perdre un instant. Vous avez l'air de quelqu'un qui vient de découvrir que le magicien utilisait des miroirs. J'ai étouffé un petit rire. Je crois bien que c'est le cas. Je suis Rebecca, dit-elle en tendant la main. Michael. Nous nous sommes serrés la main. Sa poignée était ferme, mais pas forcée. Elle a fait un signe de tête vers la foule. Laissez-moi deviner. Vous n'êtes pas de ce monde. Ça dépend de quel monde il s'agit, ai-je dit. Elle a haussé un sourcil. Celui où tout est une performance. Où les sourires sont des outils et le contact visuel une monnaie d'échange. J'ai jeté un regard en arrière vers Élise, qui chuchotait maintenant quelque chose à l'oreille de cet homme. Ouais, ai-je marmonné. Pas mon monde. Rebecca s'est légèrement tournée vers moi, faisant tournoyer son verre. Alors, que faites-vous quand vous n'êtes pas traîné à des mascarades sur les toits? J'ai gloussé, reconnaissant pour le changement de sujet. Immobilier commercial, principalement des projets de taille moyenne. Pas glamour, mais saper le lave-vaisselle en panne et le nettoyage des poils de chien. Elle a souri. Un homme pratique, j'aime ça. En fait, je dirige les opérations pour cette société. J'ai passé 5 ans à gérer les finances avant qu'il ne réalise que je pouvais en remontrer à la moitié du conseil d'administration. Bravo à vous, dis-je, sincèrement impressionné. Nous avons commencé à parler. Pas de banalité, une vraie conversation. Stratégie, psychologie du bon leadership, un podcast que nous aimions tous les deux. À un moment donné, elle a cité une phrase d'un récit de voyage que j'avais lu 10 ans plus tôt. Comment vous souvenez-vous de ça, ai-je demandé, souriant malgré moi. Je lis pour me souvenir, dit-elle simplement. C'est une habitude. Ça aide à garder les gens honnêtes. Cette phrase m'a marqué. Je n'avais pas réalisé à quel point ça m'avait manqué. Être vu, qu'on me parle comme si j'avais de l'importance. Élise faisait ça avant, quand nous passions des nuits blanches dans ce minuscule 2 pièces de Lincoln Park, à échanger des recommandations de livres et des projets d'avenir ridicules. Mais quelque part entre les prêts immobiliers et les fusions d'entreprises, elle avait cessé de me regarder de cette façon. Rebecca, elle, le faisait. Pas de manière aguicheuse. Pas encore, en tout cas. Mais d'une manière qui disait, je te vois, et je ne suis pas pressé de regarder ailleurs. Alors que je finissais mon verre, elle s'est légèrement penchée. Vous devriez venir plus souvent à ce genre d'événement, dit-elle. J'ai haussé un sourcil. Ah oui, pourquoi? Parce que vous n'êtes pas à votre place ici. Et les gens qui ne sont pas à leur place sont les seuls avec qui il vaut la peine de parler. Juste à ce moment-là, la musique a baissé et la voix de quelqu'un a retenti, forte et tranchante à travers le brouhaha. Une femme, vive, furieuse. Je me suis tourné instinctivement vers le son, et mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que sa main fait sur ta jambe? La voix a fendu l'air comme du verre se brisant sur du marbre. Elle venait de derrière moi, mais je l'ai senti me frapper à la poitrine comme un coup de poing. Je me suis retourné lentement, redoutant à moitié, sachant déjà à moitié ce que j'allais voir. Élise, les yeux écarquillés, les épaules raides, la rage s'épanouissant sur son visage comme un feu lent. J'ai cligné des yeux, confus pendant une seconde, puis j'ai baissé les yeux. La main de Rebecca, posée légèrement sur ma cuisse. Ni possessive, ni suggestive, juste là. Elle n'a pas tressailli, ne s'est pas retirée. Élise s'est approchée de nous d'un pas furieux, ses talons claquant avec la netteté de l'intention, sa voix plus basse maintenant, mais chargée de venin. C'est quoi cette blague? J'ai à peine pu prononcer un mot avant que Rebecca ne se tourne vers elle,
calme comme toujours. Ce n'est pas une blague, dit-elle d'un ton égal. Michael et moi étions en train de discuter. Élise la fixa, stupéfaite. Puis son regard s'est de nouveau posé sur moi. Et c'est ce que tu appelles discuter? J'ai ouvert la bouche, mais Rebecca s'est levée la première, puis elle a souri. Ravi de te revoir, Élise. Attends, quoi? Le visage d'Élise a perdu toute sa couleur. D'un seul coup, toute son attitude a basculé, la rage remplacée par quelque chose d'étrangement proche de la panique. Rebecca, dit-elle, la voix soudainement haletante, trop polie. Je ne savais pas que vous étiez. Ta patronne, a suggéré Rebecca, toujours souriante. Oui, je me suis dit que tu avais peut-être manqué ça pendant ta petite entrée. Le monde a légèrement basculé. Rebecca, la patronne d'Élise. Ma femme a fait un demi-pas en arrière, visiblement ébranlée maintenant. Ce n'était pas, elle s'est tournée vers moi, les yeux fuyants. Michael, on peut aller parler dehors, maintenant? Je me suis levé lentement, mais je n'ai pas bougé. Je suis très bien ici. Sa mâchoire s'est crispée. Ce n'est pas l'endroit. Peut-être, ai-je dit. Mais ça ne t'a pas empêché de crier à travers la pièce tout à l'heure. Michael, siffla-t-elle en regardant autour d'elle. Les gens regardent. Laisse-les regarder. Elle a dégluti difficilement, sa voix à peine plus qu'un murmure. S'il te plaît, est-ce qu'on peut juste partir? J'ai penché la tête, les regarder au-delà du rouge à lèvres, au-delà de la robe, au-delà de la performance. Non, dis-je doucement. Mais toi, tu peux. Pendant une seconde, elle est restée là à me fixer, comme si elle n'avait pas compris les mots, comme s'ils étaient sortis dans une langue qu'elle ne parlait plus. Rebecca s'est rassise, complètement imperturbable. Élise est restée là un instant de plus, figée, ses yeux passant de l'un à l'autre. Puis elle a tourné les talons et est sortie, son départ aussi bruyant que son arrivée. Le silence qu'elle a laissé derrière elle semblait plus lourd que la musique ne l'avait jamais été. Rebecca a pris une lente gorgée de son verre. Eh bien, dit-elle, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. J'ai laissé échapper un long soupir, puis je me suis laissé retomber sur ma chaise. Je n'avais même pas remarqué ta main, ai-je murmuré, presque pour moi-même. Elle a souri doucement. Je sais. C'est ce qui rendait la chose intéressante. Je suis resté un peu plus longtemps. Nous n'avons pas flirté. Nous n'avons pas parlé d'Élise. Nous avons parlé de carrière, de loyauté, de la façon dont les moments les plus révélateurs surviennent parfois quand on ne fait pas attention. Quand je suis entré dans notre appartement, il était presque 1h du matin. Les lumières étaient encore allumées. Elle était assise sur le canapé, toujours dans cette robe rouge, les mains jointes fermement sur ses genoux. Pas de télé, pas de téléphone, juste le silence. Et ses yeux fixés sur le sol, immobiles. Je suis resté près de la porte un instant, ne sachant pas si je devais parler. Elle ne m'a pas regardé, ne m'a pas demandé où j'avais été. Elle est restée assise là, comme si elle attendait quelque chose. Ou peut-être qu'elle attendait de voir si j'allais dire quoi que ce soit. Mais je n'ai rien dit. J'ai enlevé mes chaussures, je suis passé devant elle et je suis entré dans la chambre. L'air entre nous était lourd. Pas de colère. Pas encore. Mais quelque chose de plus froid. Comme un hiver qui attendait de s'installer. 3 nuits plus tard, il était 23h48 quand la porte s'est enfin ouverte. Je n'ai pas bougé du canapé, j'ai juste coupé le son de la télé, me suis adossé et j'ai attendu. Elle est entrée doucement, les talons à la main, son manteau plié sur le bras comme si elle essayait de ne pas réveiller une maison endormie. Sauf que je ne dormais pas. Je n'avais même pas cligné des yeux depuis 23 heures. Élise s'est figée quand elle m'a vu assis là. Ses cheveux étaient légèrement ébouriffés, ses yeux grands ouverts pendant une fraction de seconde, puis nonchalants. Trop nonchalant. Tu es encore debout, demanda-t-elle d'une voix légère. Ouais. J'ai hoché la tête une fois. Tu es en retard. Elle a eu un rire haletant. J'ai été retenu. Tu sais comment sont ces briefings d'avant-voyage. Des briefings, ai-je répété, en gardant mon ton plat. À presque minuit. Elle est passée devant moi en direction de la cuisine sans répondre. Ses boucles d'oreilles ont capté la lumière. J'étais avec Angela pour revoir la logistique de l'Espagne. Le vol est encore en suspens.
Elle a ouvert le frigo, en a sorti une bouteille d'eau pétillante, puis s'est retournée. On va peut-être devoir passer par Juevka. Angela, ai-je dit, plus pour moi-même que pour elle. MMHMM. Elle a dévissé lentement le bouchon de la bouteille. Elle avait aussi des trucs d'hôtel à finaliser. Ça a duré longtemps. Je l'ai observée attentivement. Elle n'a pas croisé mon regard. Elle a juste pris une longue gorgée et a fixé le coin de la pièce comme s'il y avait quelque chose d'écrit dessus. Puis son téléphone a vrombi. Une fois, 2 fois. Elle l'a rapidement glissé dans la poche de son manteau sans le regarder. Le travail, ai-je demandé. Ouais. Elle s'est frotté le front. Juste des gens qui paniquent pour l'itinéraire. Honnêtement, ça a été une sacrée soirée. Vrombissement à nouveau. Cette fois, elle a enfoncé le manteau plus profondément dans le coussin du fauteuil. Élise, ai-je dit, toujours calme. Vas-tu me dire où tu étais vraiment ce soir? C'est la première fois qu'elle m'a regardé directement. Et c'était là. Cette lueur dans ses yeux. La pause, le calcul. Je te l'ai dit, dit-elle plus lentement maintenant. Je révisais des documents. Où? Elle a cligné des yeux. Quoi? Où as-tu rencontré Angela? Elle a hésité. Le salon dans le bâtiment Essex. J'ai penché la tête. L'Essex ferme à 22 heures. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes, puis se sont refermées. Ses doigts se sont resserrés autour de la bouteille d'eau. Tu as vérifié, a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête une fois. J'ai appelé. J'ai laissé un message vocal en prétendant que j'avais oublié mon ordinateur portable là-bas la semaine dernière. Il ferme à 22 heures. Elle n'a pas répondu, elle est juste restée là dans la cuisine, le silence s'enroulant entre nous comme la fumée de quelque chose qui brûlait déjà. Le téléphone a vrombi à nouveau, plus fort cette fois. Aucun de nous n'a bougé. Je ne sais pas à quoi tu joues, dit-elle finalement, sa voix s'aiguisant. Je me suis levé lentement. Je ne fais que demander, ai-je dit. C'est ce qu'on fait, non? On demande. On répond. Non, a-t-elle sèchement répliqué en posant la bouteille durement sur le comptoir. Ce que tu fais, c'est jouer au détective parce que ton ego a été blessé à une fête. J'ai fait un pas en avant, juste assez pour être clair. Non, dis-je calmement. Ce que je fais, c'est te regarder me mentir en face et me demander si tu te souviens même de ce à quoi ressemble l'honnêteté. Son visage s'est figé, masqué, mais sa gorge s'est contractée, avalant quelque chose de dur. Vrombissement. Elle n'a pas bougé. Je me suis retourné, suis passé devant elle et me suis dirigé vers le couloir. Derrière moi, le réfrigérateur ronronnait. Sa respiration est devenue plus lente, plus lourde, mais elle ne m'a pas appelé, n'a pas dit un mot de plus, et je ne me suis pas retourné. Le silence que nous partagions autrefois comme un réconfort était maintenant un mur, et j'avais enfin cessé d'essayer de l'escalader. Elle a roulé sa valise jusqu'à la porte juste après 7 heures, vêtue d'un blazer impeccable et d'un chemisier blanc qui ne correspondait pas à l'air fatigué de ses yeux. Je me tenais près du comptoir, une tasse de café fumant à la main. « Tu ne vas rien dire ?» demanda-t-elle en saisissant la poignée. « Bon vol » ai-je dit. C'était tout. Elle a hésité, attendant plus. Comme rien ne venait, elle a forcé un sourire qui n'a pas atteint ses yeux et est sortie. La porte a cliqué, un son trop définitif pour un voyage qui ne devait durer que 3 jours. J'ai expiré lentement. Puis mon téléphone a vrombi. Numéro inconnu. Message court. Déjeuner aujourd'hui. 12h30 discrétion souhaitée. R. Rebecca. Bien sûr. Le café était niché entre 2 vieux bâtiments en briques sur Wabash. Ses fenêtres embuées par le froid. Je suis entré, balayant la pièce du regard. Elle était déjà là. Une place dans le coin, col roulé noir, cheveux relevés, une posture assez droite pour attirer l'attention sans la demander. Quand je me suis approché, elle n'a pas souri, elle a juste fait un geste vers le siège en face d'elle. « Merci d'être venu, dit-elle. » Je n'ai encore rien accepté, ai-je répondu. Cela m'a valu un petit regard entendu. C'est juste. Un serveur a déposé 2 cafés. Elle n'a pas touché le sien. Je vais être direct, a dit Rebecca. Le département de votre femme fait l'objet d'un audit interne. Un audit discret. Les chiffres ne collent pas,
j'ai senti ma mâchoire se crisper. Et vous me le dites parce qu'Élise est impliquée. Pas nécessairement coupable, mais assez proche du centre pour que je ne puisse pas l'ignorer. J'ai attendu. Elle s'est légèrement penchée. Il y a un carnet vert qu'elle portait toujours sur elle jusqu'à il y a quelques mois. Des notes manuscrites, des détails sur des transactions qui n'apparaissent pas sur les rapports de l'entreprise. J'en ai besoin. Je l'ai fixé. Pourquoi venir me voir? Parce qu'elle ne me le donnera pas, dit Rebecca calmement. Mais elle l'a peut-être laissé à la maison. Si vous le trouvez, cela pourrait aider à clarifier ce qui se passe vraiment. J'ai secoué la tête immédiatement. Non. Non, a-t-elle répété, les sourcils levés. Je ne vais pas me laisser entraîner dans la guerre que vous menez, quelle qu'elle soit, ai-je dit. Élise et moi avons des problèmes. Beaucoup de problèmes. Mais je ne suis pas votre larbin. Ses yeux se sont aiguisés. Ce n'est pas un jeu, Michael. Alors arrêtez de me traiter comme un pion sur l'échiquier. Pour la première fois, Rebecca s'est adossée, m'étudiant avec un autre type d'attention, mesurant, recalculant. Vous êtes loyal, dit-elle doucement. Je me demandais si vous l'étiez. N'appelez pas ça de la loyauté, ai-je marmonné. Appelez ça ne pas être stupide. Un mince sourire est apparu. Stupide serait d'ignorer ce qui se passe autour de vous. Je n'ai pas répondu. Elle a tapoté une fois son ongle contre sa tasse. Si ce carnet existe, il répond à des questions importantes. Des questions légales, des questions éthiques, des questions que votre femme ne voudrait peut-être pas qu'on lui pose. J'ai repoussé ma chaise. Je vous ai dit non. Rebecca ne s'est pas levée. N'a pas insisté. Elle a simplement levé les yeux vers moi et a dit, un jour, vous voudrez la vérité, vous aussi. Dehors, le froid m'a saisi rapidement, me griffant le visage alors que je marchais vers la station de métro. Ces derniers mots me collaient à la peau comme du givre. Un jour. Mais je n'étais pas prêt à croire quoi que ce soit qui sortait de sa bouche. Pas après ce que j'avais vu à cette fête. Pas après la main sur ma jambe. Pas après le regard d'Élise quand elle a réalisé qui était vraiment Rebecca. Je n'allais pas me faire prendre entre elles. Pour aucune raison. Pour aucune vérité. Du moins, c'est ce que je me suis dit en m'éloignant. Je n'avais pas l'intention de chercher. Je me le suis répété une centaine de fois alors que j'étais assis dans le salon plus tard dans la soirée, fixant la porte fermée du bureau. Élise était à des milliers de kilomètres, peut-être plus, mais sa présence flottait encore dans chaque pièce comme un parfum éventé. Le silence dans l'appartement semblait plus lourd que d'habitude, pas paisible, sous pression. Et le carnet, ce foutu carnet vert, résonnait dans ma tête. Je repassais la voix de Rebecca. S'il existe, il répond à des questions que votre femme ne voudrait peut-être pas qu'on lui pose. La lumière au-dessus de la cuisine bourdonnait faiblement. Le seul autre son était la respiration lente de Hugo, couché sur son tapis. J'ai tenu jusqu'à 21h17. Puis je me suis levé et je me suis dirigé vers le bureau. C'était une pièce que nous utilisions tous les deux, bien que de manière inégale. Le côté d'Élise était bien rangé, les dossiers étiquetés, les papiers alignés. Le mien était plus vécu, des tasses que j'oubliais de ramener à l'évier, un journal d'affaires écorné, de vieux post-it décolorés par le temps. J'ai balayé les étagères du regard, ne sachant pas vraiment ce que j'espérais. Peut-être de ne pas le trouver. Peut-être que ça aurait été plus facile. Mais tout au fond, dans un coin, derrière deux gros classeurs noirs remplis de vieux documents fiscaux, j'ai aperçu quelque chose. Vert, usé, un léger pli traversant le dos. Je me suis figé. Pas de serrure, pas de nom, juste un carnet à couverture souple avec des bords qui avaient courbé à l'usage. Je l'ai sorti, l'ai tenu dans mes mains pendant une longue minute. Puis je l'ai ouvert. Les premières pages étaient professionnelles. Nom, chiffres, date, ligne budgétaire, barré, ajusté, des initiales qui ne correspondaient à aucune signature officielle que j'avais vue dans notre maison. Puis le changement. Page 9, écriture personnelle, pas des notes, des mots. Le dîner était tendu. Il n'arrêtait pas de me regarder comme si j'étais une autre. Peut-être que je le suis, maintenant. Peut-être que je suis enfin celle que j'ai toujours été quand je ne suis pas avec lui. J'ai fixé la ligne, tourné la page. Vendredi, chambre 412, même hôtel.
Il m'a encore demandé pourquoi je n'ai pas encore quitté Michael. Je lui ai dit que le timing est important, mais peut-être que c'est plus que ça. Je ne sais pas si je suis prête à abandonner la version de moi que Michael pense encore exister. Mon estomac s'est noué. Les pages se sont recroquevillées dans mes doigts. J'ai continué à tourner. Appelle-moi encore renard. Ça me fait oublier qui je suis censé être. Renard. C'était le surnom qu'elle m'utilisait il y a des années, quand on sortait ensemble. Le surnom avait disparu bien avant qu'on se dise oui. Et le voilà, renaissant dans la bouche d'un autre homme. J'ai remis le chemisier rouge. Il a dit que ça me donnait l'air de savoir mentir et d'y prendre plaisir. J'ai arrêté de lire. La pièce a légèrement tourné, bien que je sois immobile. J'ai attrapé le scanner. L'imprimante a émis un doux ronronnement en s'allumant. Le carnet vert était posé à plat contre la vitre. Une page après l'autre, je les ai passées dans la machine, silencieux comme un moine, les mains stables, même si quelque chose à l'intérieur de moi se brisait en 1000 petits morceaux invisibles. Certaines pages étaient strictement financières, assez pour soulever des questions, peut-être même lancer des enquêtes. Mais ce n'était pas celle-là qui me serrait la poitrine. C'était l'écriture, les boucles que je reconnaissais, la légère inclinaison de ces lettres minuscules, le soulignement de certains mots. Le fait qu'elle les documentait, cachée derrière des registres et des codes de compte, comme si la trahison n'était qu'une autre entrée dans sa journée. Au moment où la dernière page s'est imprimée, la maison semblait plus sombre qu'avant. Je me suis assis lentement, la pile de copies à côté de moi, et j'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville clignotaient loin en dessous. Quelqu'un promenait son chien. Quelqu'un riait dans une voiture qui passait. Le monde continuait de tourner. Mais à l'intérieur de cette pièce, le temps s'était arrêté. Le seul son qui restait était celui de l'imprimante qui refroidissait. Et le battement lent et mesuré de ma propre respiration. Pas en colère, pas choqué, juste vide. Et sous ce silence, une pensée restait stable. Elle ne m'a pas seulement menti. Elle a chroniqué la vérité pour quelqu'un d'autre. Rebecca n'a pas dit grand-chose quand elle m'a vu entrer dans le café. Même endroit, même banquette d'angle. Elle avait commandé un thé cette fois. Pas de vapeur s'élevant de la tasse, juste ses mains posées calmement de chaque côté, le bout de ses doigts tapotant 1, 2 fois, puis immobile. J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. Pas de mots, juste du papier. Elle a baissé les yeux, l'a ouverte avec précaution et a commencé à feuilleter les pages. Ses yeux ont parcouru rapidement les premières feuilles. Notes de frais, irrégularité de transaction, rien qu'elle n'attendait pas. Puis elle est passée à l'écriture manuscrite. L'ambiance a changé immédiatement. Son front s'est plissé. Le tapotement a cessé. Une main a rapproché la page de son visage, ses yeux se plissant. Elle a tourné la page, puis la suivante, et puis elle s'est arrêtée. Juste sur l'une des pages avec l'écriture familière d'Élise. Je me demande sans cesse s'il se doute de quelque chose, mais je ne pense pas. Parfois, je souhaiterais presque qu'il le découvre, juste pour que je puisse arrêter de faire semblant. Rebecca a levé les yeux lentement. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? J'ai soutenu son regard. Si je ne l'avais pas fait, ai-je dit, vous ne seriez pas en train de les tenir. Elle a cligné des yeux une fois, puis s'est adossée, la page toujours à la main, et a expiré par le nez. Vous auriez pu enterrer ça. Vous aviez toutes les raisons de ne pas me le donner. Je ne l'ai pas fait pour vous, ai-je répondu. Je voulais juste voir tout ça à la lumière du jour. Elle a hoché faiblement la tête. Vous l'avez fait. Elle a fermé le dossier, doucement, l'a tapoté 2 fois avec le bord de son doigt. Michael, je suis désolé. Ne le soyez pas, dis-je d'un ton plat. Ce n'est pas vous qui avez écrit ces pages. Il y a eu un long silence entre nous. Une confrontation silencieuse. Sauf que cette fois, personne ne bluffait. Elle m'a observé un instant de plus, comme si elle n'était pas sûre si j'allais craquer ou exploser. Mais je ne l'ai pas fait. J'étais calme. Trop calme. C'est ça qui l'a déconcerté. Rebecca a dégluti, a jeté un coup d'œil vers la fenêtre. Voulez-vous que je vous dise ce qui va se passer maintenant? Non, dis-je en me levant. Je le sais déjà. Elle semblait vouloir en dire plus, peut-être même essayer de comprendre une partie de ce que je ressentais, mais elle ne l'a pas fait.
Elle a simplement hoché la tête et je suis sorti sans un mot de plus. Dehors, le vent s'était levé. Froid, encore. Je l'ai accueilli. Je n'avais plus besoin de voir le carnet. Je n'avais pas besoin d'entendre l'opinion de Rebecca. L'épreuve était déjà là, et la fin de ce qu'Élise et moi avions été aussi. Le lendemain matin, le monde était exactement le même. C'était la partie la plus étrange. Le ciel au-dessus de Chicago était gris. Le trafic klaxonnait et s'immobilisait comme toujours, et les gens sur le trottoir se déplaçaient toujours rapidement, avec un but, comme si le sol ne venait pas de s'effondrer sous mes pieds. Je suis entré dans le cabinet d'avocat à 9h57, précisément 3 minutes en avance. La réceptionniste m'a offert un doux sourire, m'a tendu un presse-papier que j'ai à peine regardé. Mes doigts ont signé les formulaires machinalement. Monsieur Fletcher sera avec vous dans un instant. J'ai hoché la tête, me suis assis, le dossier à la main. Le même dossier manille que j'avais fait glisser sur la table du café la veille. Il était plus lourd qu'il n'en avait l'air. 10 minutes plus tard, une porte s'est ouverte au fond du couloir. Michael Townsend. Je me suis levé. Le bureau sentait le cèdre et le café. Propre, froid, détaché. Exactement ce dont j'avais besoin. L'avocat, Eli Fletcher, était plus jeune que je ne l'imaginais. La fin de la trentaine, peut-être. Chemise impeccable, pas de cravate, manches retroussées à mi-bras. Sa poignée de main était ferme, son ton purement professionnel. Nous nous sommes assis à une table en verre, sans rien dessus à part un bloc-notes, un stylo fermé et une carafe d'eau entre nous. Je comprends que vous souhaitiez entamer une procédure de divorce, dit-il après les brèves politesses habituelles. Oui, ai-je dit. Il a hoché la tête une fois. Contentieux ou à l'amiable? J'ai ouvert le dossier et l'ai fait glisser vers lui. Il n'a pas réagi de façon spectaculaire, il l'a juste ouvert, a commencé à parcourir une page, puis une autre. Il est tombé sur une note manuscrite, a fait une pause, puis est revenu en arrière, les sourcils légèrement haussés. Pas un mot pour l'instant. Après 3 minutes, il s'est adossé et a ajusté ses lunettes. Monsieur Townsend, dit-il avec précaution. C'est substantiel. Je m'en doutais. Des registres manuscrits, des dates, des hôtels, des initiales, des écarts financiers. C'est plus que suffisant pour justifier une demande pour faute. L'Illinois autorise les différends irréconciliables, mais si nous avons besoin de leviers pour la garde, la protection des biens. La pension alimentaire. Vous l'avez. J'ai hoché la tête. Et si elle essaie de le nier? Il a tapoté le dossier. Nous ferons appel à un expert en graphologie. Ce ne sont pas des gribouillis dans les toilettes. C'est cohérent, daté et personnel. Il a fait une pause. A-t-elle déjà reçu la signification? Non, ai-je dit. Elle ne sait même pas que j'ai vu le carnet. Cela l'a fait lever les yeux. Vous attendez le bon moment. Je choisis le moment de me lever, ai-je répondu. Fletcher a esquissé un léger sourire. C'est juste. Alors, que voulez-vous obtenir de tout ça? Une rupture nette, ai-je dit. Pas de jeu, pas de théâtre. Je garde l'appartement. Elle part avec ce qui est à elle, pas avec ce qu'elle a caché dans mon dos. Pas de pension alimentaire, pas de seconde chance. Et si elle conteste, alors je l'enterre sous l'épreuve. Il a hoché la tête lentement, griffonnant une note sur son bloc-notes. Avez-vous un calendrier en tête? Elle est en voyage d'affaires. Elle rentre lundi. Vous pouvez déposer la demande lundi soir. Vous êtes calme, dit-il, presque curieusement. Je suis déjà tombé, ai-je dit. Maintenant, je ne fais que me relever. La réunion s'est terminée en 20 minutes. J'ai signé les documents préliminaires et lui ai serré la main une fois de plus. Vous avez tout ce qu'il vous faut, ai-je demandé. Il a brandi le dossier. C'est de l'or en barre, et je m'en occupe. Dehors, je suis sorti dans le vent et j'ai resserré mon manteau. À quelques rues de là, des employés de bureau se précipitaient dans les portes tournantes. Quelqu'un a renversé du café. Un enfant riait dans un téléphone. La vie continuait. Bruyante, désordonnée, imperturbable. Et pour la première fois depuis un moment, je n'étais pas coincé dans son silence. J'écrivais le mien. La porte s'est ouverte à 18h14 lundi.
Je connaissais l'heure exacte car j'étais à l'évier en train de rincer un verre, et je ne me suis pas retourné tout de suite. Sa voix est entrée en flottant, comme si de rien n'était. Je suis rentré. Elle avait l'air joyeuse, légère, comme si les 3 dernières nuits n'avaient pas eu lieu. Comme si elle n'avait pas disparu dans un tissu de mensonges pour revenir avec un sac plein de culpabilité et de parfum. J'ai coupé l'eau et me suis essuyé les mains sur un torchon. Puis je me suis retourné. Elle a laissé tomber sa valise près de la porte, a enlevé ses chaussures comme elle le faisait toujours, et s'est dirigée droit sur moi. Ses bras se sont enroulés autour de mes épaules, se pressant contre moi dans un geste qui, autrefois, me donnait l'impression d'être à la maison. Mais ce n'était plus le cas. C'était du camouflage. Je ne l'ai pas étreinte en retour. Elle s'est un peu reculée, riant doucement comme si elle pensait que je plaisantais. Waouh! Pas de baiser de bienvenue. Je l'ai regardée dans les yeux. Tu as faim. Elle a cligné des yeux. Quoi? J'allais préparer quelque chose. Tu veux manger? Son sourire a vacillé. Tu es sérieux, là? Je le suis. Elle a reculé complètement, le front plissé. Pas de bonjour. Pas de baiser. Pas de tu m'as manqué. Tu agis comme si on ne s'était pas vu depuis des semaines. Je suis passé devant elle, j'ai sorti une poêle du placard. C'est le cas. Sa voix s'est un peu élevée. Michael, je ne l'ai pas regardé. Qu'est-ce qui se passe, a-t-elle exigé. Je n'ai toujours pas répondu. Derrière moi, je pouvais l'entendre croiser les bras. Alors, c'est à propos de cette fête, hein? C'est ça. Tu boudes encore parce que je t'ai demandé d'être professionnel pour une soirée. J'ai cassé 2 œufs dans un bol. Ce n'était pas à propos de la fête. Ah, vraiment, a-t-elle sèchement répliqué. Parce que depuis, tu agis comme si j'étais une inconnue. Je me suis enfin tourné vers elle. Ne l'es-tu pas? Ça l'a arrêté net. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-le-moi, toi, ai-je dit. Elle s'est éloignée de la cuisine, puis s'est retournée brusquement. Tu es dramatique. Non, dis-je calmement. Je suis précis. Tu m'as à peine dit 2 phrases complètes depuis des jours. Je pensais que ce voyage nous permettrait de repartir à zéro. De nous réinitialiser. Réinitialiser, ai-je répété. C'est comme ça que tu vois les choses? Un problème technique? Sa voix s'est brisée. J'ai travaillé. J'ai essayé. Pourquoi tu me punis comme ça? Je me suis approché du comptoir, j'ai pris une serviette, je me suis essuyé les mains. Je ne te punis pas, alors c'est quoi, bordel? Je l'ai regardé pleinement. J'ai observé ses cheveux trop bien bouclés, son blazer trop parfait, ses yeux cherchant à limiter les dégâts. Ça, dis-je, c'est la clarté. Elle a tressailli, légèrement. Mais je l'ai vu. Tu réagis de manière excessive, dit-elle, son ton devenant tranchant. Tu fais toujours ça quand tu te sens mis de côté. Tu inventes des problèmes. Tu fais de moi la méchante juste parce que tu te sens en insécurité. Je l'ai fixé un long moment. Puis je me suis retourné vers la cuisinière. Les œufs grésillaient derrière moi. Le silence s'est transformé en quelque chose de plus lourd. Tu penses vraiment que tu peux m'ignorer comme ça, a-t-elle sèchement répliqué. Tu penses que tu as le droit de rester là et d'agir comme si je n'étais pas ta femme. J'ai retourné les œufs. Tu veux parler, a-t-elle insisté. Alors parle. Dis ce que tu as sur le cœur, Michael. J'ai baissé le feu, j'ai mis la nourriture dans une assiette. Puis, finalement, je me suis tourné vers elle et j'ai dit, tu n'es pas prête à entendre ce que j'ai en tête. Ça l'a fait taire. Pendant un instant, son visage s'est complètement décomposé. Elle avait l'air effrayée. Mais ensuite, tout aussi rapidement, il s'est durci. Elle a attrapé sa valise, l'a fait rouler dans le couloir sans un mot, et a claqué la porte de la chambre. Le son a résonné dans l'appartement comme un coup de marteau. Je me suis assis au comptoir et j'ai mangé seul. Même cuisine, même table, autre réalité. Elle jouait un rôle auquel j'avais déjà cessé de croire. Et je n'allais pas remonter sur cette scène. Plus jamais. Elle est arrivée comme une tempête, sans prévenir. Les cheveux humides, le maquillage qui avait coulé, les épaules voûtées sous son manteau. C'était vendredi soir.
Je lisais sur le canapé, un verre d'eau à côté de moi. L'endroit avait été calme toute la semaine, et je m'étais habitué au silence. J'avais commencé à l'apprécier. Puis la porte d'entrée s'est ouverte avec fracas. Michael, a-t-elle haleté. Sa voix s'est brisée, et le reste s'est effondré en un sanglot. Elle a laissé tomber son sac, a titubé vers le salon et s'est effondrée sur le canapé comme si elle ne pouvait plus supporter son propre poids. Ils m'ont viré. Je suis resté immobile. Elle a enfoui son visage dans ses mains, les épaules secouées. Je ne comprends pas. J'ai tout donné à cette entreprise. J'ai travaillé tard. J'ai couvert des gens. J'ai réglé des problèmes qui n'étaient pas les miens. Et ils m'ont juste laissé partir. J'ai attendu que la première vague de larmes passe. Puis j'ai dit, pourquoi? Elle a levé les yeux vers moi, à travers le mascara qui coulait. Quoi? Pourquoi t'ont-ils viré? Je viens de te le dire, a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompu doucement. Non, ça, c'est ce qui s'est passé. Je te demande pourquoi. Son souffle s'est coupé. Elle a détourné le regard. Ils ont parlé de restructuration, de coupes budgétaires, des bêtises sur la rationalisation des opérations. Ce n'était pas personnel. J'ai hoché la tête lentement. D'accord. Elle a de nouveau posé les yeux sur moi, cherchant quelque chose dans mon regard. Tu ne me crois pas? Je crois qu'ils t'ont viré, ai-je dit calmement. Je ne pense juste pas que c'était à cause des coupes budgétaires. Elle s'est figée, puis, plus doucement, qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis légèrement penché en avant, ma voix stable. Peut-être que ça a un rapport avec ce carnet vert. Son visage est devenu de pierre. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, se sont refermées, se sont rouvertes. Elle me fixait comme si je venais de parler une langue qu'elle avait oublié avoir connue un jour. Je ne. Sa voix a vacillé, puis s'est éteinte complètement. Je n'ai pas insisté, j'ai juste laissé le poids des mots flotter entre nous comme un brouillard qui refusait de se dissiper. Après un long moment, j'ai ajouté, je sais tout, Élise. Elle m'a regardé comme si je l'avais frappée. Tu l'as lu. J'ai hoché la tête une fois. Chaque page. Elle s'est enfoncée dans les coussins, une main couvrant sa bouche. Je n'étais pas censé, a-t-elle murmuré, avant de s'interrompre. Ses yeux étaient à nouveau humides, mais cette fois, il n'y avait pas de mots derrière, juste l'effondrement lent du récit qu'elle avait essayé de maintenir. J'ai laissé le silence s'étirer, puis j'ai dit, les papiers du divorce sont déjà en cours. Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle n'a pas protesté. Elle n'a pas supplié. Elle a juste hoché la tête. Un petit signe, vaincu, et pour une fois, complètement honnête. Les feuilles avaient changé de couleur au moment où nous nous sommes revus. De l'or et de la rouille tourbillonnant dans le vent, comme de silencieux rappels que les choses ne durent pas éternellement. J'étais en avance, j'ai pris place dans un café au bord de la rivière, juste à côté du pont de Clark Street, où l'air sentait légèrement la cannelle et le métal froid. La rivière coulait lentement, lourde, comme si elle était fatiguée de porter des secrets. Rebecca est arrivée à pied, les cheveux rentrés dans une écharpe lâche, un manteau noir cintré à la taille. Elle m'a repéré à travers la fenêtre et m'a fait un signe hésitant avant d'entrer. Pas de talons cette fois, pas de posture de pouvoir, juste Rebecca. Elle s'est glissée sur le siège en face de moi et pendant quelques secondes, aucun de nous n'a rien dit. Puis elle a souri, un peu nerveuse. Tu as l'air d'aller mieux. J'ai hoché la tête. Je me sens mieux. Ses doigts jouaient avec le coin de sa serviette. Je n'étais pas sûr que tu viendrais vraiment. J'ai regardé vers l'eau. Moi non plus. Elle a baissé les yeux, a pris une profonde inspiration. Michael, je n'ai jamais voulu que tout se termine comme ça. Je sais, ai-je dit. J'essayais de faire ce qui était juste pour l'entreprise, pour les gens qui ne savaient pas ce qui se passait derrière ces chiffres. Je n'essayais pas de détruire la vie de qui que ce soit. Tu ne l'as pas fait, ai-je dit. Élise s'en est chargée elle-même. Rebecca m'a étudié un instant, puis s'est penchée, la voix plus douce. Tu ne la détestes vraiment pas? J'ai secoué la tête lentement. Non. J'ai juste arrêté d'essayer de la comprendre. Cette réponse a semblé apaiser quelque chose en elle. Elle s'est adossée, a joint les mains sur ses genoux. Le serveur est venu, a pris nos commandes.
Juste du café, pour tous les deux. Je pensais que tourner la page ferait le bruit d'une détonation, ai-je dit après un moment, comme une porte qui claque. Mais c'est bien plus silencieux que ça. Elle a hoché la tête. Parfois, c'est juste ne plus avoir besoin de réponse. J'ai jeté un coup d'œil vers elle. Elle m'observait, pas comme avant, ne pesant pas ses mots, ne mesurant pas les faits, juste observant, présente. Le café est arrivé. Nous avons remercié le serveur à l'unisson, avons souri de ce petit moment de synchronisation. Puis, sans un mot, elle a tendu la main. Sa main s'est posée doucement sur ma jambe. Pas avec audace, pas de manière aguicheuse, juste avec assurance. Je l'ai regardée, puis je l'ai regardée, elle. Ses yeux ne demandaient rien. Ils n'offraient pas de promesses, juste une présence. Cette fois, je ne me suis pas retiré. Je n'en avais pas besoin. Ce qui allait suivre n'était ni un sauvetage, ni une relation pansement. C'était quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui était honnête. Et je pouvais vivre avec ça. Peut-être que pour la première fois, je savais enfin comment. C'était la fin de mon histoire. Mais laissez-moi vous poser une question. Rebecca a fait le choix de dénoncer la situation, sachant que cela pourrait détruire la carrière de quelqu'un, peut-être même sa vie, mais elle l'a fait quand même. Avait-elle raison de s'impliquer ou a-t-elle dépassé les bornes? Dites-moi dans les commentaires. Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Et si cette histoire vous a touché, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous.